Bamako qui retrouve bientôt sa coquetterie. Le gouvernement débloque 900 millions de francs CFA pour un premier toilettage. Le problème d'assainissement sera certainement réglé une bonne fois pour toutes. Encore un immeuble qui s'effondre comme un château de cartes à Bamako. Ça s'est passé à l'ACI 2000 ce matin. Un bâtiment de 5 niveaux s'est complètement écroulé. Heureusement, pas de perte en vie humaine. La FEMAFOOT a un nouveau président depuis ce mardi en la personne de l'inspecteur général de police, Boubacar Diarra, élu à Mopti au cours de l'Assemblée générale élective de la structure. Il remplace ainsi Amadoune Kolado Sissé à la tête de la FEMAFOOT pour 4 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ORTM. Toutes nos excuses pour le démarrage tardif donc de ce journal dû à des problèmes techniques. Nous ouvrons cette édition par ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de l'annonce faite hier, 7 octobre 2013, par les groupes armés de reprendre leur participation aux travaux du comité de suivi de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des mesures de confiance en vue de faciliter le dialogue entre les différentes parties prenantes du processus de sortie de crise, tout en respectant les principes de l'état de droit. Il prendra les dispositions appropriées pour que l'ensemble des composantes de la nation puissent prendre part aux élections législatives du 24 novembre 2013. Nous poursuivons cette édition avec un autre sujet, un sujet sur les ressources naturelles du Mali qui ont été fortement touchées par la crise qu'a connue notre pays. C'est du moins ce que révèle une étude menée par Helvetas et le réseau Réussir la décentralisation. L'étude qui a duré 4 mois a couvert les régions de Koulikoro, Sikasso et Mopti et il semblerait que les ressources forestières et pastorales de Koulikoro et de Mopti aient été fortement dégradées. Les résultats de l'étude ont été présentés ce matin au Conseil des collectivités suivi par notre reporter Bourama Traoré. C'est un document de 12 pages qui fait l'état des ressources pastorales et forestières des régions de Sikasso, Koulikoro et Mopti. L'étude révèle que la crise n'a pas eu de nouveaux effets négatifs sur l'état des ressources naturelles en 3e région. Cela malgré la présence massive des déplacés. Par contre, les régions de Koulikoro et Mopti ont été sérieusement impactées par les événements. Nous sommes aperçus qu'il y a un certain nombre de massifs forestiers qui ont déjà fait l'objet d'occupation par les djihadistes et les terroristes au niveau de la zone centrale et nord. Et ces forêts et ces réserves étaient censées être les moyens de survie de la population locale. Mais puisque ces zones étaient occupées, de nouvelles règles d'accès ont été mises en place par les occupants qui empêchaient en quelque sorte la population locale de vaquer naturellement à ses besoins quotidiens pour exploiter les ressources naturelles. Pour restaurer les ressources pastorales et forestières des zones touchées par la crise, l'étude a fait un certain nombre de recommandations. On retient notamment les transferts aux collectivités de la gestion des ressources naturelles. Quand ce transfert va être effectif au niveau des collectivités, c'est là qu'on va s'apercevoir qu'il est possible de mettre en place des dispositifs locaux, y compris de prévention des conflits, liés à l'accès et au contrôle des ressources naturelles. Et toutes ces dispositions, en notre sens, sont de nature à approfondir la réforme de la décentralisation au Mali. La décentralisation effective et immédiate, je ne cesse de le répéter, se dessine comme un facteur de paix, de cohésion, de renforcement de l'unité nationale, de relance de l'économie et de préservation des ressources naturelles, surtout forestières et pastorales. Alors, concevons une gouvernance capable d'un comportement cohérent et en respecter les principes. L'étude ainsi présentée a été réalisée à la demande de Helvetas Suisse Intercoopération. Le financement a été assuré par l'initiative des droits et ressources. C'est une coalition internationale qui fait de la protection des ressources naturelles une priorité.
Bamako est une ville coquette, mais malheureusement pleine d'ordures nauséabondes. Aujourd'hui, les populations cohabitent avec les déchets malgré elles, des déchets estimés à 300 000 mètres cubes. Pour faire face au problème, le département de l'assainissement a décidé d'agir efficacement et pour cela, il peut compter sur le soutien de la primature qui vient de mettre à sa disposition 900 millions de francs CFA pour mettre en place son programme d'urgence. Les précisions avec Alpha Meiga. Le mont Kilimandjaro, c'est plutôt une montagne de tas d'ordures au bord du fleuve Niger à côté de l'ORTM. Ce n'est pas tout. En commune 3, ce sont 30 000 mètres cubes de déchets solides qui jonchent les rues. Et au centre-ville, au Raïda, les usagers de jour comme de nuit cohabitent avec les déchets et les malfrats. Bref, Bamako est sale. Et pour lutter contre le phénomène, il va falloir bien retrousser les manches. Sur le sujet, le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement va en guerre à travers cette cérémonie de lancement du programme d'urgence d'assainissement de Bamako. Ce programme d'urgence qui démarre à partir de ce jour. Et ce programme doit prendre fin le 31 janvier 2014. Donc ce programme doit être quotidiennement suivi par tous, tant que nous sommes ici, pour sa réussite et pour sa mise en œuvre efficace. Le volume de déchets dans les dépôts en 3 ans est passé de 260 000 mètres cubes à près de 300 000, soit une augmentation de 36 000 mètres cubes. Pour évacuer cela, il faut 1 milliard de francs CFA. Le département a-t-il les moyens de ses ambitions? C'est avec un grand plaisir que je vous annonce aujourd'hui que Monsieur le Premier ministre a mis à notre disposition 900 millions de francs CFA pour la réalisation de ces travaux d'urgence, l'assainissement du district de Bamako. Les défis auxquels les uns et les autres sont confrontés doivent être relevés. Tout cela pour le plus grand besoin de la cité. Je voudrais vous inviter à une plus grande mobilisation, plus grande vigilance et vous appeler à plus de synergie dans nos actions. En même temps, nous devons veiller ensemble avec les municipalités à faire en sorte que les 2300 mètres cubes de déchets produits par jour dans la capitale de Bamako soient régulièrement évacués. Il faut souligner que ce programme ainsi lancé ne veut nullement dire que c'est la fin de la production des déchets solides à Bamako. Alors, il revient de réfléchir et poser les jalons. Le programme d'urgence de 900 millions de francs CFA pour l'assainissement de Bamako devrait donc être la solution au problème récurrent des ordures. 9 points d'évacuation des déchets seront opérationnels d'ici le 31 janvier 2014. La capitale en sera donc débarrassée. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement explique les points saillants du programme d'urgence lancé hier. On l'écoute au micro de Lamine Keita. Comme vous le savez, la situation de Bamako assez triste, le plan de l'assainissement. Il suffit pour s'en convaincre de faire un tour dans la capitale pour voir que c'est une capitale complètement dévisagée. Et le gouvernement, conscient de cette situation, a pris des mesures pour corriger cette situation. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a mis à notre disposition une enveloppe de 900 millions de francs CFA pour mettre en œuvre le programme d'urgence qui avait été concocté bien avant, mais qui n'a pas pu avoir de financement parce que le contexte de transition dans lequel on était et la rareté des ressources ont fait que cela n'a pas été possible. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il s'agit, dans ce programme, d'évacuer les ordures, disons les déchets solides, sur 9 points prioritaires de la capitale, qui constituent les points les plus saillants. Ces points sont les suivants. Le parc de Ntomi-Korobougou, le cimetière de Lafiabougou, le dépôt sur la route de Samé, le dépôt de Ngolonina, près de l'hôtel de l'Amitié, le dépôt de CFP Médine, le dépôt de Sibeninkoro, le dépôt de Daoudabougou Marché, le dépôt du pont de Djanegela,
et les dépôts de Yirimadjo. L'autre composante du programme d'urgence, c'est aussi d'aménager la décharge de Doumanzana. Parce que vous comprenez que pour enlever toutes ces ordures, il faut bien trouver un point final, il faut les amener. Donc le premier point que nous avons identifié, c'est la décharge de Doumanzana, qu'il faut aménager. Il y a aussi d'autres points. À côté de l'hôtel Olympe, nous avons une autre décharge que nous allons utiliser essentiellement pour les déchets que nous avons de la commune 5. Entre Delakorodi et Safo, nous avons aussi un espace que nous avons précédemment utilisé en rapport bien sûr avec les mairies concernées. Et enfin, il y a la décharge finale de Numbougou qui est en finition actuellement. Il est inacceptable que des citoyens d'eux-mêmes décident d'aller déverser les ordures sur la voie publique, alors même que le gouvernement a pris suffisamment de dispositions. Tous ces programmes d'urgence que je viens de vous délivrer, qui coûtent 900 millions de francs CFA, totalement financés sur le budget national, je crois que c'est un effort exceptionnel qu'il faut saluer. Les dernières dispositions que nous avons mises au point, le ministre de la Ville et moi-même, en rapport avec la mairie, avec les chefs de quartier, avec les ONG chargées de l'assainissement, je pense que donnent toutes les garanties aux différentes populations pour dire que les dépôts de transit qui ne sont pas encore dégagés le seront dans le cadre de ce programme d'urgence. Donc il sera loisible aux populations d'aller tranquillement déverser les ordures dans les dépôts de transit, comme avant. Et nous allons veiller à ce que l'enlèvement à ce niveau soit régulier. Il n'y aura plus de situation d'accumulation comme par le passé. Le ministre de l'administration territoriale, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, informe la communauté musulmane que le mois lunaire Zul Hijjat ou Célibat Kalo a débuté au Mali le dimanche 6 octobre 2013. En conséquence, la fête d'El Kébir ou fête de Tabaski sera célébrée le mardi 15 octobre 2013 sur toute l'étendue du territoire national. Une réunion relative à l'adoption des rapports provisoires de l'étude de l'interconnexion électrique Mali-Guinée s'est ouverte ce matin ici à Bamako. Les experts maliens et guinéens échangent sur la faisabilité du projet sur la base des études financées par la BAD pour 2 milliards de francs CFA. Moussa Fane. La connexion entre le Mali et la Guinée dans le domaine de l'électricité sera bientôt une réalité. Les experts des deux pays se rencontrent pour une adoption du rapport provisoire fourni par les bureaux d'études. L'interconnexion en question s'étend sur 920 km, dont 300 au Mali. Les rapports objets de la présente rencontre des différents experts que vous êtes entrent dans le cadre des études de préinvestissement du projet susmentionné. En effet, disposer d'un potentiel économique ne suffit pas. Il faut aussi en faire l'évaluation technique, économique, financière et sociale dans une perspective de développement durable. L'importance de l'interconnexion Guinée-Mali est de permettre d'échanger l'énergie électrique qui sera produite soit au Mali ou en Guinée. Avec l'interconnexion, on a une sûreté d'alimentation de la population et à moindre coût. Cette interconnexion constitue un grand pas vers le renforcement de l'intégration africaine et favorise l'amélioration des conditions de vie des populations. Elle est destinée à développer les échanges d'énergie entre le Mali et la Guinée. Ça apporte aux deux pays, surtout que la Guinée a un potentiel hydroélectrique très important. Nous sommes en train de développer Caleta aujourd'hui et ça donnera un gain en énergie aux deux pays. Le projet interconnexion électrique de 225 kV devra permettre d'exploiter conjointement les grandes potentialités des bassins hydrographiques des deux pays. La rencontre qui dure 2 jours permettra de produire un document final pour la réalisation du projet.
Demain, 9 octobre, nous célébrons la journée mondiale de la Poste, une journée célébrée depuis le 9 octobre 1874. À l'occasion de cette journée, le directeur général de l'Union postale universelle a adressé un message ainsi libellé. Dans chaque pays, les services postaux jouent un rôle crucial dans la communication et l'échange de marchandises. En 2012, les postes ont distribué au total 350 milliards de lettres et plus de 6 milliards de colis. Elles ont été également traitées des millions de transactions financières. Le service traditionnel de la Poste aux lettres représente toujours une part importante de l'activité de la Poste. En effet, les lettres génèrent encore en moyenne 45% des recettes postales totales. Cependant, la baisse progressive des volumes de courrier des entreprises oblige les services postaux nationaux à redéfinir leur approche. Avec plus de 600 000 bureaux de poste dans le monde, la Poste offre des services accessibles à tous. Personne n'en est exclu. La Poste est véritablement un service public pour chacun, quelle que soit sa position sociale. C'était là donc un extrait du message du directeur général de l'Union postale universelle à l'occasion de la célébration demain de la journée mondiale de la Poste. Les femmes des partis politiques prônent le soutien des femmes candidates aux élections législatives prochaines. Elles viennent d'organiser une conférence de presse à l'Institut national démocratique, NDI. C'était pour faire des propositions pour rehausser le taux de participation des femmes aux différents scrutins. Le reportage de Fademba Keita. Sur les 147 députés de l'Assemblée nationale du Mali, les femmes ne représentent que 10%. Et sur les 10 772 conseillers communaux, elles sont 928, soit 8,66%. C'est en vue de corriger cette disparité que le cadre de concertation des femmes des partis politiques a initié cette conférence de presse. D'où le choix du thème « Engagement des partis politiques pour la participation des femmes aux élections législatives et locales ». Aujourd'hui, les femmes ont d'énormes problèmes à se faire inscrire sur la liste électorale. Si je me réfère à l'étude menée par le CMD en juin 2013, nous avons 63,69% des cas où les femmes ont des difficultés liées aux pratiques même au sein des partis politiques à se faire inscrire sur la liste électorale. Et aussi par rapport au financement. Donc nous nous sommes dit, il est bon, après l'engagement du ministre de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant, qui a organisé un atelier le 3, présidé par le Premier ministre, aussi les cadres de constitution de partis politiques, nous devrons faire en sorte que nous amenons les présidents des partis à inscrire les listes. Et pour ce faire, nous avons élaboré un modèle d'engagement et nous allons démarcher les présidents des partis pour faire signer cet engagement. Il y a d'abord le NDI qui nous accompagne et nous avons aussi le ministère de la promotion de la femme et de la famille parce que tout ça s'intègre globalement sur le plan institutionnel dans la politique nationale du genre. Il y a plusieurs partenaires qui soutiennent la cause de la femme. Les femmes du cadre, dans un engagement signé et adressé aux partis politiques, réclament 30% des candidatures féminines et l'octroi de 20% des budgets du parti à la formation des femmes candidates. En rappelant que le cadre de concertation des femmes regroupe en son sein 12 partis politiques. Je vous l'ai annoncé dans les titres, un immeuble de 5 niveaux s'est écroulé aujourd'hui à la CI 2000. Fort heureusement, cette catastrophe n'a pas fait de victimes. Le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville est allé constater et a donné des instructions pour que des dispositions soient prises pour qu'un tel cas ne se reproduise plus. Écoutons le ministre Moussa Mara au micro de Isaac Tienou. Nous sommes venus pour d'abord constater heureusement qu'il n'y a pas de perte en vie humaine, il n'y a pas de blessés à déplorer. Il y a juste un bâtiment qui s'est écroulé. Donc il y a une catastrophe liée à la construction de ce bâtiment sans doute. Des enquêtes diligentes seront conduites immédiatement. On a donné des instructions fermes pour qu'on puisse d'abord s'assurer que tous ceux qui ont de près ou de loin participé à ce chantier soit sous la responsabilité des forces de l'ordre pour des buts d'enquête dans un premier temps. Nous allons aussi faire en sorte qu'au niveau des services d'urbanisme, et je viens de donner une instruction ferme, que d'ici demain mercredi, à la fin du Conseil des ministres, que toutes les causes
qui ont pu amener cette situation soient analysés et qu'on puisse situer les premières responsabilités si possible et qu'on prenne les sanctions appropriées ou les mesures appropriées afin que des situations de ce type n'interviennent pas dans notre pays aussi régulièrement. Sanctionner s'il le faut d'éventuels responsables qui auront été convaincus par les enquêtes appropriées. Et suite à l'effondrement ce jour 8 octobre d'un immeuble à la CI 2000, les ordres des ingénieurs conseils et des architectes du Mali interpellent très fortement les autorités en charge de la construction sur l'application stricte des textes qui régissent l'acte de construire au Mali et sont disposés à les y accompagner. Les accords de Ouagadougou étaient au centre d'une rencontre au gouvernorat de Tombouctou. C'est ainsi que les différentes composantes de la société civile, les élus, l'administration et les chefs de quartier ont partagé le contenu des 25 articles. Le document qui a été largement expliqué a permis aux participants d'être au même niveau d'information. Yaya Tandina. Cette rencontre qui a regroupé les représentants de l'État, les services techniques, les élus, les notabilités et la société civile avait pour objectif de partager le contenu de l'accord préliminaire de Ouaga. Un document signé entre l'État malien, la coordination du mouvement national de libération de l'Azawad et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Nous avons réuni tous les préfets de la région de Tombouctou, les sous-préfets, les maires et les personnes des ressources, la société civile, pour expliquer le contenu de l'accord préliminaire. Et c'était dans le but de pouvoir véhiculer le contenu au niveau des différentes circonscriptions de la région de Tombouctou. C'est dans ce cadre qu'on s'est réunis pour donner des explications. La réunion a permis aux différents participants d'être édifiés sur les 25 articles de l'accord. En tant que présidente, en tant que femme, nous allons restituer cet accord. C'est vrai que nous avons trouvé un intérêt parce que cet accord sera inclusif. C'est un accord inclusif pour nous qui prendra en compte toutes les priorités des populations. Et nous en félicitons. Nous félicitons les signataires. Je pense que cette rencontre est vraiment la bienvenue parce que ça nous a permis de comprendre davantage l'accord préliminaire et qui sera diffusé au sein de la troupe pour que l'ensemble de la troupe puisse comprendre l'accord préliminaire. Les délégués des cercles doivent procéder au même exercice à la base afin que tous les citoyens soient au même niveau d'information concernant l'accord de Ouaga. Restons à Tombouctou où un opérateur économique vient de recevoir la distinction de citoyen d'honneur de la cité des 333 saints à titre exceptionnel. Tamba Doucouré est ainsi récompensé pour avoir transporté gratuitement plus de 20 000 personnes vers Bamako et assuré les salaires des agents restés sur place. Et Atandina était à la cérémonie, sans reportage. Après la libération totale du pays, place à la reconnaissance du mérite de ceux-là qui ont accompli des actes hautement patriotiques à la nation. C'est ainsi que le conseil communal vient de décerner à M. Tamba Doucouré la distinction de citoyen d'honneur à titre exceptionnel de la commune de Tombouctou. Cet opérateur économique a eu à transporter plus de 20 000 personnes gratuitement pendant l'occupation de Tombouctou à Bamako et assurer le salaire des agents restés sur place. Ceux-là qui avaient des parents à l'étranger, les retraités, les fonctionnaires, tout ce monde qui était resté à Tombouctou, sans aucune institution financière, pas de banque, pas d'institution financière privée. Tamba a tout fait. Tamba a payé plus de 3 milliards et quelques à Tombouctou. C'est le comité de crise qui, le premier, a adressé une correspondance au ministre de l'administration territoriale avec ampliation au Premier ministre pour louer l'action, l'engagement, la détermination, le don de soi de Tamba Doucouré pour la cause de Tombouctou et des Tombouctiens. Le récipiendaire s'est réjoui de l'honneur porté sur sa personne. Tombouctou mérite plus que ce que je l'ai fait. On n'a pas regretté tout ce qu'on a fait pour la région de Tombouctou. Le gouverneur de région a aussi remis des attestations de reconnaissance à certaines structures telles que le comité de crise, le réseau des femmes leaders et le réseau des jeunes pour la sauvegarde des intérêts de Tombouctou. Les acteurs qui ont mouillé le maillot
sont vraiment à saluer de façon générale. Mais de façon particulière, il y a l'ORTM d'abord qu'il faut saluer, en bravant, en faisant les images et en acheminant, en prenant le risque même d'être agressé. Ces différents regroupements ont permis aux populations de Tombouctou de résister pacifiquement devant les djihadistes. À Gao, depuis hier, des recherches étaient en cours pour localiser le site qui a servi aux terroristes pour lancer les roquettes sur la ville. L'armée malienne a découvert le site des terroristes situé à 14 km de Gao, aux environs du village de Batal. Des matériels ont été retrouvés sur les lieux, 6 rampes et une roquette. Les spécialistes des explosifs du Jetia Elou et de l'opération Serval ont désamorcé la dite roquette avant de la détruire. Daouda Zoumana Traoré. 10 heures après les tirs en direction de la ville de Gao, les militaires ont accentué les patrouilles et le résultat est là. Le site qui a servi à perpétrer ce forfait est localisé. Il est à 4 km du village de Batal au nord de Gao sur la route de Bourem. Au total, les 6 rampes qui ont servi à lancer les 6 roquettes et une 7e intacte sont la moisson du jour. Hier, une première patrouille est sortie dans la journée très rapidement pour essayer de pourchasser les éléments, sans succès. Dans la nuit, il y a une patrouille qui est sortie, qui a dormi dans les environs de Gao. Et ce matin très tôt, cette patrouille a découvert les rampes de lancement qui ont été utilisées hier pour effectuer les tirs. Et heureusement, il s'est préparé à lancer un autre obus sur Gao. Et c'est cet obus que vous avez découvert sur place. Et vous avez dû constater qu'on a 7 rampes de lancement. 7 rampes de lancement. Et déjà 6 ont été utilisées, ce qui correspond aux 5 coups tirés hier. Et le 6e coup qui allait direct le fleuve, donc 6 coups, et le 7e qui s'est préparé à lancer sur Gao. Cette belle moisson est une victoire sur les terroristes enregistrée grâce à la vigilance des forces armées et à la collaboration de la population. C'est ce travail collégial qui doit être perpétué afin de relever les défis. Tous les 6 obus ont été mis à feu à partir de téléphones portables. Ils composent des numéros. Vous avez dû voir les morceaux de téléphone éparpillés. L'obus qu'on vient juste de désamorcer, vous avez vu que c'est déjà connecté à un téléphone. Donc ça, c'est le système de mise à feu. Il s'agit de renforcer le système de renseignement, rechercher activement le renseignement. Et ce renseignement, on ne pourra avoir les vrais renseignements tant que la population ne nous aide pas. On est à côté d'un village de Gao où vivent des Maliens. Et ces éléments qui viennent déposer ces obus, ces rampes artisanales ont été fabriquées dans des menuiseries métalliques. Les gens pouvaient donner déjà l'information. Après un diagnostic poussé autour de ce tangent, les spécialistes des explosifs de l'opération Serval et du Jetia Elou l'ont désamorcé avant de le détruire définitivement. Nous avons proposé de collaborer activement avec les EOD maliens pour reconnaître la zone de lancement et puis procéder ultérieurement à une destruction. Donc la coopération s'est très bien passée. Les forces armées promettent de faire mieux que ça dans les jours à venir afin d'anéantir l'ennemi pour toujours. À Sikasso, le projet d'organisation des assemblées citoyennes pour la paix durable et légitime a été lancé. Un lancement qui a regroupé des participants venus de Ségou, Koulikoro et Sikasso. Ségou Konaté nous parle de ce projet dans son reportage. En initiant le présent projet d'organisation d'assemblée générale citoyenne pour une paix durable et légitime, bâtie sur les perspectives locales, l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique Argamali, dans le cadre du programme d'appui aux organisations de la société civile, veut susciter une dynamique collective de réflexion et d'échange autour des questions clés de gouvernance et outiller les acteurs pour relever les défis actuels de gouvernance. L'objectif du projet, c'est d'abord susciter l'émergence des espaces de dialogue multi-acteurs et d'une force de mobilisation pour la promotion de la gouvernance légitime. Donc on attend de ces acteurs-là qu'ils puissent, à leur propre niveau, avoir les outils nécessaires les permettant de produire leur propre discours sur les questions de gouvernance et de les lire à travers les grilles de gouvernance que nous allons mettre à leur disposition. Les participants venus des régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso engageront donc des échanges sur la cohésion sociale, la gouvernance participative, la participation citoyenne
et la valeur de gouvernance. L'organisation de cette assemblée revêt donc une grande importance pour le Mali, eu égard à la crise politique et sécuritaire qu'a connue notre pays et à la nécessité de relever les défis liés à la réconciliation et à la consolidation de la paix. Elle vient ainsi renforcer les efforts du gouvernement et de ses partenaires pour bâtir un État démocratique fort et apaisé. Une démarche soutenue par de nombreux partenaires du Mali, comme l'Union européenne, le Canada, la Suisse. Une déclaration dite déclaration de Sikasso est attendue à la fin de la rencontre. À Yorosso, une journée porte ouverte a été initiée pour faire de la culture du sésame au Bénin une véritable source de croissance économique et de revenus en milieu paysan. Il s'agit de vulgariser les technologies innovantes pour accroître la production et la productivité des pôles d'entreprise agricoles du cercle de Yorosso. La correspondance de Daouda Diakité. En initiant cette journée porte ouverte, l'ONG Centre d'appui à l'autopromotion pour le développement, sur financement du Centre international pour la fertilisation des engrais IFD, veut vulgariser les technologies innovantes pour promouvoir la culture du sésame en milieu paysan. Avant, les producteurs épandaient, c'était les semis à la volée du sésame qu'on faisait ici. Là, les travaux d'entretien sont trop compliqués et la culture n'a pas le temps nécessaire pour mettre en exergue son potentiel de développement. Alors avec cette approche, c'est les semis à la ligne ou même avec les semoirs et les entretiens sont plus faciles. On apporte même des engrais, des fertilisants pour améliorer les rendements et la production à l'hectare. Le sésame appelé Bénin est une culture de rente sollicitée dans l'agrobusiness et donc une alternative pour la lutte contre la pauvreté et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. C'est une spéculation qui est transformée en produits locaux. On fait des biscuits, on fait de l'huile de sésame. Ça, c'est au niveau local. Nous avons des transformatrices de sésame au niveau local. Donc, ça rentre dans l'alimentation locale. En plus de ça, sur le plan monétaire, c'est une culture qui occupe vraiment une place dans l'amélioration des revenus. Le cercle de Yorosso, couvert par le Centre d'appui à l'autopromotion pour le développement, dispose des atouts. Environ 630 hectares de sésame pour une prévision de 310 tonnes pour la campagne 2013. La journée porte ouverte aura permis aux acteurs des pôles d'entreprises agricoles de partager des expériences sur l'approche GIPD, les pratiques paysannes, le système de production intensive durable et des visites de terrain d'expérimentation des producteurs de Yorosso. Restons dans le monde agricole avec une visite organisée en 5e région dans la ferme école de Dana. C'est dans la commune rurale de Fatoma. La visite a permis aux élus du conseil régional de Mopti de se rendre compte des réalisations et d'échanger avec le personnel du centre de formation de Dana. Une occasion pour visiter des parcelles de culture fourragère et des fosses de compostage. Aminata Touré. C'est en marge d'une séance de formation des conseillers régionaux organisée avec l'appui de son partenaire, le Conseil général d'Île-et-Vilaine, que le Conseil régional de Mopti a organisé cette visite de terrain. Objectif, permettre aux élus du Conseil régional de Mopti de se rendre compte des réalisations faites et d'échanger avec le personnel du centre de formation de Dana dans la commune rurale de Fatoma. Nous sommes très satisfaits du fait que l'ensemble du Conseil est venu ici. Ils ont eu pour la première fois à visiter l'ensemble des infrastructures qui ont été construites dans ce sens. Ils ont visité les parcelles de culture, ils ont vu nos équipements. À travers les questions qu'ils ont posées, nous avons senti qu'il y a un grand intérêt à leur niveau. Au cours de la visite, les élus communaux venus des différents cercles ont échangé avec les techniciens sur les pratiques de l'élevage moderne, appuyés sur des modèles d'exploitation économique viables et rentables. Nous sommes en train de nous joindre à la formation professionnelle pour que tous ceux qui n'avaient pas pu être orientés, les former dans le domaine de l'élevage. Donc c'est là où j'ai une satisfaction personnelle. Une visite guidée des parcelles de culture fourragère, des fosses de compostage pour la production de fumure organique, du centre de formation entre autres, a mis fin aux activités.
La problématique du travail décent au Mali, c'est le thème de la conférence débat organisée par la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, à Bamako, animée par Boubacar Amadoun Kébé. La conférence visait à sensibiliser les militants sur le concept du travail décent. Reportage de Nando Dameli. La présente conférence s'inscrit dans le cadre de la célébration du 7 octobre, journée mondiale du travail, journée au cours de laquelle les syndicats rappellent la nécessité de défendre les plus faibles. Sans pouvoir avancer de chiffres quant à la syndicalisation des travailleurs au Mali, surtout de l'économie informelle, la FES est consciente de la nécessité pour les organisations syndicales de travailleurs de s'occuper davantage de ce secteur où une étude récente de la FES a relevé que les travailleurs sont confrontés à cet déficit essentiel. Le thème mondial de la journée est « Organisons-nous ». C'est pourquoi la Confédération syndicale des travailleurs du Mali a choisi, elle, la problématique du travail décent au Mali. Nous devons de nous organiser, de nous renforcer davantage pour que nous puissions faire adhérer le maximum de travailleuses et de travailleurs, pour que nous les apprenions à comprendre et à maîtriser, sinon à s'approprier de leurs droits. Il ne s'agit point pour cette confédération syndicale de livrer des statistiques en la matière, mais de faire comprendre le concept par les masses laborieuses, formelles et informelles. Si pour le conférencier du jour, Boubacar Amadoun Kébé, le travail décent est un objectif mondial, il reste une réalité nationale. Du nouveau dans nos mairies, jeunes mariés, ne soyez pas surpris de trouver comme support de votre papier de mariage une plaquette avec effigie UNFPA et AMM. Plus de 13 000 exemplaires de ce guide sont désormais disponibles avec pour but d'inciter les jeunes couples à adopter un comportement responsable en matière de santé de la reproduction. Abdraman Maïga. Cette plaquette est à vous. C'est un document d'information et de guide confectionné pour les jeunes mariés par le programme des Nations Unies pour la population. Il contient plusieurs sujets relatifs à la santé de la reproduction et au comportement responsable. Parmi eux, nous avons les méthodes de contraception, les techniques de sécurisation d'une grossesse et les avantages de la préservation de l'intégrité physique de l'enfant. L'idée, c'est simplement, au moment où on les prépare à entrer dans la vie, qu'on leur dise qu'aussi, il n'y a pas que... Il y a... le ménage comporte aussi, bien entendu, c'est des sacrifices aussi, mais il y a beaucoup de responsabilités et il faut se protéger soi-même. Donc il faut se préparer, il faut préparer l'avenir des enfants. Alors ça, c'est une première étape et peut-être on va évaluer après, voir un peu ce que ça a donné. Si c'est intéressant, en ce moment, on pourrait même développer le partenariat sous d'autres formes. Fruit de la coopération entre l'Association des municipalités du Mali et le programme des Nations Unies pour la population, cette plaquette a pour but d'inciter les jeunes couples à entreprendre un comportement responsable. Une attitude qui permet de préparer les jeunes mariés à promouvoir la santé de la reproduction. Ce qui est édicté dans ce document-là nous interpelle. Nous ne pouvons plus dire nous ne savons pas. Un effort de solidarité internationale, c'est ce que vous représentez ici, parce que nous n'avons pas tous les moyens, mais du fait de la solidarité internationale qui a pris diverses formes, dont la vôtre, nous devrons pouvoir l'assumer. Et je pense que pour l'assumer, il est important que le système travaille avec nous à fond, c'est avec le comité territorial. Pour cette phase d'expérimentation, 13 000 plaquettes seront mises à la disposition des nouveaux couples dans plus de 240 centres d'état civil du district de Bamako et de Kati, dans la région de Koulikoro. Actualité FEMAFOOT, l'inspecteur général de police, Boubacar Diarra, est le nouveau président de la Fédération malienne de football pour les 4 prochaines années. Il a été élu au cours de l'Assemblée générale élective de la FEMAFOOT à Mopti avec 29 voix. Contre donc 25 pour le président sortant Amadoun Kolado Cissé et une abstention. Amara Malé Diallo était notre envoyé spécial. La 42e Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football aura été un exemple dans son organisation et sa tenue. En effet, pour la toute première fois, 3 candidats étaient en lice. Et également, pour la toute première fois, une élection de l'instance suprême du football national était sous la supervision de la FIFA et de la CAF.
Contrairement à 2009 à Tombouctou, où le nom du président ne fut connu que tard dans la nuit, ici à Mopti, les choses sont allées très vite avec l'évacuation rapide des questions liées au bilan financier et au rapport moral d'activité. Le vote des 55 délégués commence aux environs de 14 h et livre au premier tour 22 voix pour Kola Cissé, le président sortant, 19 pour Baba Diarra et 14 pour Boukari Sidibé. Le second tour va alors s'avérer fatal au président sortant avec le report des voix de Boukari Sidibé sur celle de Baba Diarra qui gagne avec 29 voix contre 25 pour Kola et un bulletin nul. La victoire du général Baba Diarra est, selon le représentant de la CAF, Anjora Moucharaf, la preuve de la maturité d'esprit des Maliens. Ce que j'ai vu au Mali ici aujourd'hui est un succès. Rares sont les assemblées générales qui se tiennent avec un sérieux comme ce que nous venons de vivre en termes maliens. Je tiens à féliciter sincèrement les membres de la famille du football du Mali et surtout les honorables délégués à cette assemblée. Pour le vainqueur de cette élection, l'émotion fut grande. Très jeune joueur, je n'avais jamais pensé être porté à la tête de la Fédération malienne de football. Donc vraiment, c'est un jour de grande émotion. Le président sortant Kola est un camarade de classe qui m'a beaucoup respecté et pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et je voudrais le féliciter pour toute sa contribution à l'avancée du football malien. Boukari Sidibé a été très brave et il a été parmi les jeunes qui sont venus me voir à la maison il y a 3 ou 4 ans pour me demander de me porter candidat à la présidence de la Fédération malienne de football. Et de cette date à maintenant, il a été à mes côtés, il m'a accompagné de jour comme de nuit. Les attentes étaient grandes pour les partisans du général et pour tous ceux qui l'ont soutenu. Mes impressions, c'est des impressions de satisfaction d'abord pour mon candidat qui a été élu. Mes attentes, je les ai exprimées. Il y a quand même des dysfonctionnements auxquels il faut remédier. Ça c'est un. Deuxièmement, il faut songer également les ligues du Nord, telles que Kidal, Gao et Tombouctou. Il faut songer à créer des stades, des infrastructures. Nous venons aujourd'hui, à la lumière de ces assises, mettre un comité exécutif en place qui couronne tout le travail que le général a su faire pendant un bon moment. Tout le monde a dû constater que depuis un bon moment, il était en pré-campagne pour préparer la relève. Le général, je le connais très bien. Nous avons travaillé ensemble lorsque nous étions tous membres de la Fédération malienne de football. Le plus dur reste maintenant à venir pour cette nouvelle équipe qui a désormais en main les destinées de notre football. Et nous revenons sur ce communiqué du ministre de l'administration territoriale à qui, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, informe la communauté musulmane que le mois lunaire Zul-Hijjat ou Célibat Kalo a débuté au Mali le dimanche 6 octobre 2013. En conséquence, la fête d'El-Kébir ou fête de Tabaski sera célébrée le mardi 15 octobre 2013 sur toute l'étendue du territoire national. Page noire de ce journal, le professeur Alpha Moï Sonfo n'est plus. L'ancien commandeur de l'Ordre national du Mali a été accompagné à sa dernière demeure cet après-midi au cimetière de Kalabankoura par ses parents, amis et collaborateurs. Nando Dambeli. Natif de Guinée vers 1936, Alpha Moïse Sonfo nous a quittés ce lundi 7 octobre 2013 à l'âge de 77 ans. Après ses études primaires dans son Guinée natal, il vient à Bamako pour les études secondaires. Il regagne ensuite Dakar pour les études supérieures. Après y avoir décroché un diplôme d'études supérieures en lettres classiques, il s'envole pour Nanterre en France. Il revient au Bercail muni d'un DS, d'une licence en lettres classiques et d'un agrégat de grammaire. Il est alors docteur en lettres classiques avec mention très bien en 1964. Il fut successivement inspecteur général des lettres, chef du département des lettres,
directeur de l'école normale supérieure. Alpha Moïse Sonfo a fait valoir ses droits à la retraite en 1995. Durant sa riche carrière professionnelle, il a forgé l'admiration de tous. Sonfo, ce qu'on retient en premier de lui, c'est sa grande modestie, son humilité et sa double culture. Le Mali vient de perdre vraiment un érudit, un homme de foi, un homme également très proche et vraiment le modèle pédagogique qu'on souhaiterait pour notre école qui se trouve très très mal aujourd'hui. Avant de nous quitter, Alpha Moïse a été chevalier de l'Ordre national du Mali, officier de l'Ordre national du Mali et commandeur de l'Ordre national du Mali. Reposant désormais pour l'éternité au cimetière de Kalabankura, il laisse derrière lui une veuve et 11 orphelins. Que la terre lui soit légère. Amen. Ce journal se referme. Merci de votre attention. Demain, dans la journée, Amadou Sankaré. Je vous donne rendez-vous dans les éditions du soir. Passez de bons moments sur l'ORTM.